messieurs, dans votre magazine des débats politiques en République démocratique du Congo, au nouveau numéro de thématique. La première, validation des 26 candidats, une preuve de l'indépendance des institutions. Et la deuxième thématique, cadre de concertation CENI candidat à la présidence et moyen de taire les divergences. Mesdames, Messieurs, voilà les deux questions auxquelles, n'est-ce pas, nous allons essayer un peu de changer avec nos invités sur ces plateaux. Il nous fait l'honneur, Maître Victor Ebenyamoulongi. Il est coordonnateur de Droit Plus Asbel. Il est analyste politique. Maître Victor, bienvenue. Bonjour, cher ami. Il est là, monsieur Eric Izami, journaliste, analyste politique. Il nous fait également l'honneur d'être avec nous sur ces plateaux. Cher Eric, bienvenue. Merci, cher ami, de l'invitation et merci aux téléspectateurs. Et j'espère qu'avec nos co-débatteurs, nous allons partager un bon moment d'un débat républicain. Et je préfère être simplement journaliste. Merci beaucoup. Alors, Maître Yannick Mvumbi, cadre de l'Union Sacrée, bienvenue. Merci, cher Daniel. Je salue les co-débatteurs, je salue les Congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Moi, j'aime ce débat de qualité, un débat d'idées. Ce qu'il est écrit, les petits esprits discutent sur les individus, les esprits moyens sur les événements, catastrophes naturelles, mais les grands esprits discutent des idées. Et donc, la guerre des idées, vous avez la lumière. Je suis très heureux de partager ce plateau avec les amis. J'ose croire que j'aurai un petit temps pour les biscuits, j'espère. Merci beaucoup. Chacun aura un temps pour son biscuit. Mais avant de commencer, permettez-moi de revenir sur la revue des presses de ce jeudi 2 novembre, à quelques jours des élections générales en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a lancé un appel à la cohésion et à l'unité nationale. Dans une vidéo consultée hier mercredi par 7sur7.cd, le président d'Ensemble pour la République a souligné que les élections ne devraient pas être source de divisions, mais plutôt une occasion de démontrer la maturité politique du pays. Dans cette vidéo, consultée aussi par Forum des As, Moïse Katumbi a félicité la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidats à l'élection présidentielle. Pour ces élections, Dr Denis Mukwege comptait sur les soutiens de Justine Kassavubu, l'ancienne secrétaire nationale aux relations extérieures de l'IDPS, rapporte Afrique Actu, estime que le Dr Denis Mukwege est le seul profil capable de relever les défis. À quelques semaines du 20 décembre 2023, l'opposition prépare mieux la contestation que les élections. C'est ce que pense le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, cité par l'Avenir. Selon lui, il est illusoire de penser que nous aurions des élections parfaites à 100% au regard notamment de l'attitude de l'opposition vis-à-vis de la CENI. Pour la tempête des tropiques, un front commun de l'opposition contre Tshisekedi semble incertain. Jusqu'ici, les opposants au régime de Tshisekedi vont à cette élection présidentielle en ordre dispersé malgré une certaine unité des façades qu'ils affichent. Les nombres élevés des candidats de l'opposition et la dispersion de leurs voix au prochain scrutin présidentiel pourrait profiter au président sortant. Autre chose, dans son rapport publié à l'occasion de la Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, célèbre chaque année le 2 novembre, l'ONG Renseigne la Prospérité a recensé 500 atteintes contre la presse, dont 5 journalistes tués durant le premier mandat du président Félix Tshisekedi. Durant cette période de 5 ans, précise Radio Okapi, près de 160 cas
d'arrestations de journalistes ont été recensées et plus de 130 professionnels de médias ont été victimes de menaces ou de violences physiques. J'aide à évoquer le média attaqué, réduit au silence ou des émissions interdites, soit à 123 cas enregistrés pendant le régime de Félix Tshisekedi. Plus jamais sa barre de son côté à une. La référence plus en prélude de cette journée, l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite ACOFEP en collaboration avec les associations professionnelles de médias et avec l'accompagnement des interviews a présenté officiellement le mercredi 1er novembre à Kinshasa l'argumentaire du plaidoyer pour la reconnaissance de 22 journalistes assassinés en RDC entre 1994 et 2021 au rang de martyrs de la liberté de la presse. Sur le plan sécuritaire, citant les officiers congolais, RFI nous apprend que le déploiement des troupes de la SADC ne serait qu'une question des semaines. 3 pays de la région contributeurs de troupes se sont annoncé l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie. Les sommets de ce samedi, précise la radio mondiale, doit permettre de fixer les dernières modalités après plusieurs rencontres au niveau des chefs d'État et des ministres. Justice, le parquet général de Kinshasa Matete classe sans suite les dossiers des présumés détournements à LMSP. Selon l'actu 30.cd, cette juridiction a communiqué la nouvelle aux avocats de l'AMSP après 2 semaines d'enquête, instruction et confrontation et diverses vérifications. Pour terminer, pour dépêche.cd, le président du conseil d'administration de la mutuelle des santé des enseignants de la RDC, Guy Mafuta, est blanchi et innocenté de tout soupçon des détournements qui peser sur sa gestion à la tête de cette institution. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page des revues des presses. Nous accordons la parole à nos intervenants pour les biscuits ou une actualité que vous voulez bien commenter ou analyser avant de commencer notre débat. Alors, je commence bien avec Maître Yannick Mvumbi. Merci, cher ami. Vous savez que votre émission a aussi un rôle pédagogique. Permettez-moi de pouvoir sensibiliser les Congolais. Et moi, personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les autres Congolais. Ça me fait très mal. Quand vous regardez nos télévisions, vous allez dans les réseaux sociaux. Permettez-moi, je vais les dire à des termes beaucoup plus écrits pour que le message passe. Matin, midi, soir, éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Comment faire pour satisfaire la femme? Comment faire pour agrandir les sexes? Et ça, au vu et aussi de tout le monde. Il y a plus d'émissions qui, n'est-ce pas, montrent Congolais comment aimer les pays. Matin, midi, soir, les sexes. Comme la Masanga, Kobina. Pendant ce temps, le pays est menacé de balkanisation. Pendant ce temps, l'ennemi nous a assiégés. Alors, je voudrais lancer ces messages au ministre Patrick Mouyaya, mais aussi au ministre en charge des numériques. Parce que quand vous allez sur Twitter, quand vous allez sur TikTok, que des insanités. Matin, midi, soir. Comment faire pour agrandir les sexes de l'homme? Comment faire pour agrandir les seins de la femme? Comment faire pour agrandir les fesses de la femme? Et on passe toute une journée dans cette bêtise. Et pour quelle finalité? Vous allez voir des conseils. Et il faut prendre ça pour dire c'est une femme. Tout ça, c'est inutile. Tout ça, c'est inutile. Et moi, ça me fait très mal. Je ne sais pas si les autres ne le comprennent pas, mais moi, je lance ces messages-là. Je crois que nous traversons des moments extrêmement difficiles dans notre pays. Bientôt, c'est les élections. Mais les gens sont ailleurs. Les gens sont ailleurs dans des diversions, dans des choses inutiles. J'ai toujours l'habitude de dire, nous ne comprenons pas les enjeux. Les jours où les Rwandais vont prendre ces pays, nous serons des esclaves dans notre propre pays. Et nous allons comprendre ce que c'est un esclave. Il faut arrêter les jeunes gens, les Congolais, les vieux.
qui nous suivons par moment, nous vous disons d'arrêter ces histoires-là. C'est inutile. Comment faire pour dire ça? Entre-temps, vous êtes en train de détruire vos reins. Médicalement, c'est prouvé. Quand vous faites des histoires-là, vous détruisez vos reins. Et après, 15, 20 à 30 ans, après, vous allez commencer à dire no Kwazaki Ndoki. Or, c'est vous-même. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Les sexes, tout le temps. Et moi, déjà, je ne regarde pas trop les films pornographiques. Mais vous allez voir, même des pasteurs vous envoient des films pornographiques. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dans quel pays? Matin, midi, soir, Kobine, éjaculation précoce. Massanga. Matin, midi, soir dans nos chaînes de télévision. Et apparemment, on laisse faire. Le ministre Mouyaya doit taper, doit quand même appeler les gens à revenir sur la réseau. On ne peut pas continuer avec ce genre de choses. On ne peut pas continuer avec ça. Et je profite pour dire. Terminé. Oui, je profite pour dire aux Congolais que je suis candidat sur la liste FPAI allié à l'IDPS, candidat député provincial. Au moment opportun, nous allons donner les numéros. Je crois que c'est interdit de les faire maintenant. Nous continuons à croire que notre commune traverse des moments extrêmement difficiles. Les gens qui étaient élus pour faire le travail ne le font pas. Et nous sommes mieux placés pour les remplacer. Merci beaucoup, Maître Yannick. Alors, Maître Victor, si vous avez une actualité que vous voulez commenter avant de commencer notre débat. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Bon, en fait... il y a des questions qui me préoccupent ici. La première, c'est par rapport aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. C'est un problème vraiment très très sérieux. L'État doit quand même s'y pencher. Les pouvoirs publics doivent quand même s'y pencher. Aujourd'hui, s'il faut par exemple passer juste à Matadi-Kibala, donc rouler à Kinshasa, ça devient un casse-tête. C'est presque le parcours des combattants. Pour traverser ne fût-ce que le marché des Matadi-Kibala là, des fois les gens font 3 heures de temps. Ça ne va pas. L'État, le pouvoir public doivent vraiment s'y pencher, penser à construire même des routes. Des routes secondaires. Dernièrement ici, il y avait, je crois, ces projets-là des Kinespoir. Nous pensons vraiment que non, nous espérons, nous voulons vraiment que non, que ça se concrétise, qu'on puisse vraiment construire de nouvelles routes. Et aussi, parce que là, il faut qu'on le dise, il y avait la politique d'agrandissement aussi des routes. La politique est menée par Joseph Kabila en 2010. C'est comme ça qu'on avait agrandi le boulevard du 30 juin. On a agrandi le boulevard Lumumba, X24, etc. Et cette politique devrait quand même se pérenniser pour diminuer un peu le problème d'embouteillage et construire quand même des routes secondaires parce que ça ne va pas. Et la deuxième préoccupation... Juste là, est-ce que c'est un problème de l'incivisme au sein des chauffeurs? Oui, il y a l'incivisme aussi des chauffeurs, mais on doit aussi reconnaître que non, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas assez de routes. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, c'est une ville de presque 20 millions d'habitants et on n'a que des anciennes routes là. Prenez par exemple l'avenue Ngouma. L'avenue Ngouma garde toujours la même dimension. Depuis des années 80, c'est toujours une bande aller, une bande retour. Donc ça ne va pas. Aujourd'hui, si nous avons vraiment un gouvernement responsable, comme on dit, gouverner c'est prévoir, on doit agrandir cette route, on doit construire des nouvelles routes. Par exemple, la route de Selembao jusqu'à Lipen, il faut aussi l'agrandir. Parce qu'aujourd'hui, la ville, il y a beaucoup de gens maintenant dans la ville, il y a beaucoup de véhicules. Il faut que l'État puisse s'y pencher. Et la deuxième préoccupation, là, je serai vraiment très bref, c'est par rapport à la condamnation qui a presque choqué, la condamnation des confrère, d'un avocat qui était en train de faire son travail au niveau de la prison d'Indolo. Comme les avocats y accèdent avec les téléphones, et ils prenaient un peu les images dans cette prison et directement, on l'a arrêté et il a procédé de flagrance dans la prison et on l'a condamné là-bas. On l'a condamné à 20 ans de prison ferme, à 20 ans de servitude pénale. Donc nous pensons que cette condamnation est arbitraire. Est arbitraire pourquoi? Parce que le tribunal s'est fondé sur l'article 148
du Code pénal militaire. Hein. Je peux vous lire cette disposition de la loi. Hein. Cette disposition de la loi dit ceci. Tout individu qui se rend coupable de faits destinés à nuire à la défense nationale ou à entraver le fonctionnement normal des services, des établissements et des entreprises publiques ou privées intéressant la défense nationale est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale. Et cet avocat, il s'appelle Maître Yves Kuzunza. Il est du barreau du Congo central. Il était là en train de faire son travail. Et s'il faut voir cette disposition légale, on n'a pas tenu compte de l'élément, ce qu'on appelle l'élément moral. Parce que son intention n'était pas d'entraver le bon fonctionnement de cet établissement pénitentiaire. Hein? Mais lui, il prenait simplement des photos et curieusement, on vient, on les prend, on les condamne. Et surtout que si nous sommes en droit pénal, hein, il y a le principe en droit pénal, on dit la loi est de stricte interprétation, donc on n'a pas tenu compte du principe de la légalité des délais de peine. Donc nous pensons que au niveau d'appel, on va simplement les relâcher. Merci beaucoup. Je pensais que Maître Yannick allait mettre un mot au nom de la confrérie. Non, j'ai vu les dossiers, je connais les confrères. Ok. C'est avec beaucoup de regrets, mais déontologiques. Bon, je crois qu'on a interjeté appel. Oui. La procédure va suivre son cours normal. Je crois que c'est quand même beaucoup plus compliqué pour notre confrère. Et devant les instances judiciaires, on va démontrer ce qu'il a parlé, l'animus necandi. Cette intention de nuire, il n'y en avait pas. Donc, au moment où les avocats vont faire le travail. Merci beaucoup. Alors, cher Eric, votre biscuit. Merci beaucoup de la parole. Vous savez que l'année 2023 passe pour être une année électorale. Alors, les Congolais qui ont déjà pris goût au jeu démocratique attendent d'aller aux urnes pour aller se choisir les différents dirigeants à différents échelons. Mais pour que la CENI puisse faire bien son travail et jusqu'à nous amener à des élections que nous voulons libres, inclusives, transparentes, démocratiques et puis dans la paix, la CENI a entre autres besoin de l'argent. Mais où est-ce que la CENI trouvera de l'argent? La CENI trouvera de l'argent par rapport à ce que va lui donner le gouvernement via ces différents canaux. Entre autres canaux, il y a les régies financières. Nous en avons 3. DGRAD, Direction générale administrative domaniale et des participations, DGDA, Direction générale des douanes et accises, et puis DGI, Direction générale des impôts. Mais qu'est-ce qui arrive? Particulièrement pour la DGI, il y a un petit problème. Ça peut déranger la quiétude qu'il y a au sein de cette administration fiscale, parce que ceux-là sont aussi appelés à pouvoir aller collecter l'argent pour justement optimiser le rendement des recettes domestiques, donc l'argent qui est collecté ici au pays, à la maison, et puis réduire le coût de gestion, et puis sécuriser les opérations. Ici, je voudrais saluer les efforts fournis par les différentes autorités, et même au niveau du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de Finances, pour pouvoir arriver à informatiser tous les systèmes et tous les services pour rentabiliser encore davantage. Et puis ces gens-là s'activent nuit et jour à pouvoir lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et puis quand ils sont en train de travailler, j'imagine que c'est pour renforcer la confiance qui doit exister entre l'administration fiscale d'un côté et les différents contribuables de l'autre. Alors ici, le service devra être rendu de manière efficace, de manière à permettre à ce que l'État puisse avoir le moyen de sa politique pour être équilibré dans tout ce que l'État fait, et puis surtout respecter les droits des uns et des autres. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve être candidat à sa propre succession, lors d'un conseil de ministres, avait souhaité à ce que le dialogue soit maintenu entre tous les acteurs qui rentrent en ligne de compte par rapport justement à cet effort-là ou à ces efforts-là de mobilisation de recettes. Qu'est-ce que le chef de l'État a voulu dire dans ces conseils de ministres? Le chef de l'État voudrait à ce que ceux des contribuables qui ont des litiges, qui ont des amendes, qui ont des choses, de l'argent à payer au trésor public, puissent maintenir le dialogue pour que l'on puisse voir dans quelle mesure ils peuvent s'acquitter de leurs devoirs, c'est-à-dire payer les impôts. Mais l'inquiétude au niveau de la DGI est que les agents brandissent le décret pris en son temps par le Premier ministre, qui passe pour être la loi, qui voudrait que la DGI soit la seule instance habilitée à pouvoir procéder au contrôle, qualité, le prix et tout ce qui a trait pour que les uns et les autres puissent payer. C'est-à-dire une prérogative uniquement dévolue à la seule DGI. Alors, les agents de la DGI sont en train de pouvoir penser que le ministre des Finances se serait servi de cette décision du Conseil des ministres pour que lui aussi puisse avoir, par exemple, la possibilité de pouvoir
dialoguer avec ceux des contribuables qui doivent de l'argent à l'État et ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et c'est comme ça qu'ils tirent la sonnette d'alarme comme pour pouvoir appeler l'arbitrage du chef de l'État pour que l'on donne la possibilité à la DGI et à la seule DGI de pouvoir collecter l'argent à gauche et à droite pour remplir les caisses de l'État. Mais laissez-moi aussi quand même m'incliner sur la mémoire de notre aîné, José Nawej, du journal Forum des As, qui s'en est allé. Aujourd'hui, nous parlons de tout ce qui a trait à la liberté de la presse. Je crois qu'on a quand même perdu une grande plume de notre corporation ici en République démocratique du Congo, et pour qui je voudrais quand même saluer sa mémoire et demander au bon Dieu de pouvoir mettre son âme près de fleurs et parmi le glorieux. Mais laissez-moi aussi terminer pour quand même m'inquiéter d'un fait. Je rentre encore cette fois-là dans les domaines toujours fiscal et tout ça. Il y a eu une polémique ici autour de tout l'argent qui devrait être utilisé pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie que nous avions tous salué. Le ministre des Finances dit que l'on devrait utiliser 48 millions de dollars américains, mais à la fin, nous en sommes arrivés à 324 millions de dollars américains. C'est une faute. C'est une faute très grave que de multiplier comme ça au nombre de, je ne sais pas, 5-6 fois le budget initial. Ça, c'est ce que dit le ministre des Finances. Mais de l'autre côté, le directeur de jeu dit non. Moi, j'avais été toujours encadré par l'IGF. À chaque fois, lorsque je devais dépenser X montant, je devais avoir l'aval de celui-ci pour ne pas verser dans la gabegie. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Je m'interroge sur un fait. Le projet Bukangalonzo, s'ils avaient volé l'argent, il faut qu'ils soient inquiétés au niveau de la justice, qu'ils soient condamnés, ou même qu'on puisse saisir le bien, l'argent et tout ça, pour que les Congolais puissent rentrer dans leurs droits. Le projet Bukangalonzo devrait coûter autour de 200 millions de dollars américains. Vous avez vu ce que ça a soulevé comme vague ici au pays. Mais ici, je suis étonné que l'on parle de 324 millions de dollars américains. Et puis, il n'y a pas un procureur qui lève le doigt, vous qui êtes juriste, sûrement. Oui, pour quand même gratter et vouloir savoir ce qu'il en est. Je suis inquiet. Parce que la justice, dit-on, elle lève une nation. Pourquoi est-ce qu'on reste à faune quand il s'agit de X et puis on est trop actif quand il s'agit de Y? C'est une inquiétude. Merci. Et puis pour terminer peut-être et apaiser mon ami maître Yannick, il a parlé de Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Je crois que les efforts sont fournis au niveau du ministre. Et il fait beaucoup d'efforts justement. Ça c'est pour vanter ce que fait le gouvernement. Il fait beaucoup d'efforts. Mais seulement il y a un problème dans notre communauté aujourd'hui. Regardez bien, observez bien. Les journalistes qui s'activent à pouvoir respecter l'éthique et la déontologie n'ont pas pignon sur rue toujours. Chez nous, j'ai comme l'impression que ce sont ceux des journalistes qui sont de va-t-en-guerre, qui ne respectent rien, qui peuvent à longueur de journée évoquer des sujets des secondes zones, qui sont adulés. Merci beaucoup, cher Eric. On en fait des gens à encenser. Mais ceux qui devraient être adulés sont piétinés chez nous. Et je déplore ça. Je suis d'accord avec vous. Vraiment, là, je déplore. Mais je voudrais que, au nom de la paix, particulièrement pour la DGI, je voudrais que le chef de l'État puisse quand même chercher la bonne solution. Parce qu'on a besoin d'argent pour réaliser les différents projets, les différentes promesses. Nous manquons des avions pour Congo Airways. Vraiment. Il nous manque 33 millions. Comment est-ce qu'on peut... J'ai énuméré un peu tout le problème que nous avons ici. C'était ça, le petit quelques discutes. Merci beaucoup. Et je pense que Maître Lessessak est indirectement également interpellé dans ces dossiers. Il peut aussi jouer. Je comprends ce qu'Eric a dit. Il n'a pas tort. En fait, les Congolais aiment les choses de seconde zone. Nous pouvons faire une très belle émission ici. Ceux qui te soignent, on ne va pas les partager. Et les gens aiment ça. Au final, vous avez vu même un député que moi je n'aime pas trop citer, en pleine émission en train d'insulter son co-débatteur. Regardez comment on a partagé cette vidéo. En fait, je ne comprends pas les Congolais. Nous devons avoir une maturité. En fait, ce sont ces genres de débats qui peuvent élever la nation. Moi je me pose la question, est-ce que le président de la République ou les différents ministres, les différentes autorités suivent encore les débats politiques? Parce que sous d'autres cieux, les débats politiques peuvent aussi aider les autorités à orienter son action. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Les injures en pleine émission. Merci beaucoup, Maître. Alors nous avons nos enfants qui nous suivent. Malheureusement. Merci. Alors, il est déjà là, Maître David Congo Kabea, cadre de LGD. Alors, bienvenue. Merci à vous, cher
Daniel, j'en profite pour saluer tous nos téléspectateurs. Merci. Et je nous invite tous à un débat républicain, celui-là même qui fait jaillir la lumière qui pourra orienter le peuple sur le chemin du développement. Merci beaucoup. La première thématique, validation de 26 candidats, une preuve de l'indépendance des institutions. C'est une question, je voudrais que je commence à discuter. Vous êtes trop politique. Vous voudrais avoir d'abord les avis. Maître, vous avez suivi la thématique. Quelle est votre analyse par rapport à cette question? Ouais, bon, en fait, c'était aussi prévisible, hein, surtout au niveau de la Cour constitutionnelle, hein, surtout les deux requêtes hein, qui avaient beaucoup plus fait des bruits, hein, la requête de Seth Kikouni et la requête de Noël Tiani. Donc, moi, déjà au départ, je me disais, je m'attendais à l'irrécevabilité, hein, de ces deux requêtes-là. Hein, donc, c'était prévisible parce que les dites requêtes ont été déposées le 23 octobre et pourtant les délais étaient déjà forclos parce que la CENI avait publié la liste provisoire, je crois c'était le 18. Le 18, alors, et ils n'avaient que 2 jours là pour saisir la Cour constitutionnelle. Alors ils ont attendu jusqu'au 23. Bon, on s'attendait à l'irrécevabilité, mais la Cour a quand même jugé les deux requêtes là récevables, mais non fondées. Non fondées, c'était aussi prévisible. Hein, s'il faut voir par exemple les arguments de Noël Tiani, hein, il vient avec un article du journal Jeune Afrique. Hein, ce n'est pas un article là du journal qu'on peut l'opposer à un certificat de nationalité. Et surtout que la loi est claire là-dessus. La loi dit la preuve des nationalités congolaises est établie par un certificat de nationalité. Bon, nous, on se disait, comme il a saisi la Cour constitutionnelle, ou soit il avait déjà d'autres preuves, soit il avait des preuves attestant que non, ces certificats déjà été annulés, ou soit Moïse Katumbi avait acquis une autre nationalité, une nationalité étrangère. Donc là, on s'attendait à cela, mais ce qu'on a vu devant la Cour constitutionnelle, là, c'était plutôt du blabla. Donc, apparemment, il n'était vraiment pas déterminé à saisir la Cour constitutionnelle. Donc, c'était prévisible. Et nous saluons vraiment la position de la Cour qui a vraiment bien dit les droits dans ce sens-là, en ce qui concerne le fond. Et même la requête, puisque il n'y avait que ces deux requêtes-là que les gens attendaient beaucoup plus. C'est la requête de Seth Kikouni contre le Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Étienne est déjà décédé. Non, excusez-moi, non, contre, contre l'actuel président de la République. Tshisekedi Tshilombo Félix, bon, Antoine, parce qu'il lui dit du fait qu'il a ajouté le nom Antoine, là, c'est une autre personne. Moi, je crois ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que ce qu'il devrait faire, il devrait soit venir avec l'acte de naissance de l'actuel président de la République pour dire que non, voilà, à sa naissance, il s'appelait tel et aujourd'hui, il a ajouté ce nom-là. Parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas pour finalité soit d'attribuer les noms à quelqu'un. Non. Je peux donner un exemple. Quelqu'un qui s'appelle par exemple Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Ça, c'est son nom. Alors, quand on lui demande d'écrire son nom quelque part, il peut se limiter. Il dit non, bon, comme il n'y a pas assez d'espace, il écrit simplement Mobutu Sese Seko. Alors là, vous allez dire que non, ce n'est pas son nom. Non. Là, je crois, c'est un faux débat. Ce qu'il devrait faire, il devrait soit apporter l'acte de naissance de l'actuel président de la République et pour dire que non, les noms qui a été repris là-bas, ce n'est pas les siens. Alors, comme il n'a pas apporté ça, donc la Cour aussi, sur ces points, a très bien dit les droits. Et aussi pour les deux autres là qui ont été repêchés, je crois que c'est une bonne chose. Et maintenant, ils sont au nombre de 26. Nous saluons vraiment cette position de la Cour. Très bien, Maître Victor parle de... C'était prévisible. Alors vous, cher Eric, comment vous avez analysé la question? Vous savez, dans l'architecture de notre pays, dans notre État, la Cour constitutionnelle passe pour être la dernière instance judiciaire du pays, le dernier rempart.
à mon sens, je crois que c'est là que l'on devrait quand même avoir des gens suffisamment matures, suffisamment justes, suffisamment pondérés, rodés pour garantir la paix sociale. On dit la justice élève une nation. Et j'ai été content parce que justement, on tient compte de ce que pense la masse silencieuse. Parce que justement, j'avais beaucoup de craintes. J'ai eu le bonheur de tendre mon micro à, par exemple, Noé Tchani Mwadjambita. Et il disait que non, il n'y a pas de temps pour réfléchir sur ce qui doit être bien fait. Il n'a pas tort que de dire ça. Lui, en son temps, il disait non, on devrait quand même initier une loi qui avait été endossée par Tingi Pouloul au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions élire à plus de 250 postes comme ça, des gens qui sont nés d'un père et d'une mère congolais ou congolaises. Mais dans sa démarche, ça a été quand même un sujet qui a soulevé des vagues de partout ici. Beaucoup de Congolais ont adhéré à ça, pensant que l'idée, c'était de créer une loi impersonnelle. Mais à la fin, moi, j'ai eu quand même une inquiétude de le voir être compétiteur au niveau présidentiel, c'est-à-dire candidat député, comme candidat président de la République, et en même temps être requérant au niveau de la Cour constitutionnelle comme pour vouloir l'invalidation d'un autre candidat compétiteur. Pour moi, je suis de ceux qui pensent qu'au nom de la paix, il fallait laisser, et c'est ce qui a été fait, heureusement, laisser les gens compétir et peut-être échouer dans la compétition, plutôt que de les écarter et soulever des inquiétudes et des frustrations. Et on connaît les acteurs politiques congolais en règle générale. Je ne dis pas tous, mais en règle générale, ils acceptent à avoir des avantages que le Congo peut leur donner, mais ils ne sont pas tous prompts à pouvoir travailler pour que le Congo puisse se retrouver aussi. Voyez-vous, ben, c'était ça. Et puis pour cette Kikouni, l'ami maître Victor a parlé, et un passe-temps, c'est comme s'il n'a pas compris que l'ennemi est notre... le temps est l'ennemi de nous tous. Parce que nous courons après le temps. On va se soulever des vagues comme ça, inutilement, alors que nous, on voudrait aller gagner en termes de temps pour aller aux élections. Je crois que les Congolais sont aujourd'hui suffisamment matures pour se décider de qui ils veulent ou de qui ils ne veulent pas. Allons aux élections, et le ministre Mouyaya, Katembe, porte-parole du gouvernement, je crois qu'il a raison. Le meilleur de dialogue que nous attendons, c'est le dialogue qui aura le mercredi 20 décembre 2023. Que nous tous allions aux urnes et que nous allions choisir les différents compétiteurs. Pourquoi je le dis? À mon avis, on devrait quand même faire attention. Vouloir devenir chef de l'État, il ne faut pas oublier que la circonscription électorale pour celui-ci, c'est l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire Banana, Congo central, Libenge, Zongo, Sidoubangi, Faradji, Ouele, île du Sud Kivu, Sakanya, Okatanga, au centre, Lomela, Tchumbe, Katakolu, Sambo, Loja, Lubefu, chez Papa Wemba. C'est cela le Congo. En dehors de ça, il y a 5 autres pays que l'on a choisis, comme pour faire une expérience pilote, les États-Unis, la France, le Canada, la Belgique et l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que pour être candidat président de la République, ce n'est pas rien. On devrait être sérieux plutôt que d'avoir, à mon avis, des candidats qui ne viennent que pour mimer la scène. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a quand même laisser aller aussi. Soyons sérieux et allons aux élections pour que nous puissions nous choisir. Merci beaucoup, cher Eric, au nom de la paix. Au nom de la paix, oui. Très bien. Alors, Maître David, votre lecture par rapport à cette question, est-ce que réellement c'est au nom de la paix où on fait semblant d'échanger des choses alors qu'il y a une autre carte qui est en train de se jouer? Bon, d'entrée de jeu, moi je vais dire que la Cour constitutionnelle a fait son travail. Je vais un peu rejoindre ce qu'a dit l'un de mes prédécesseurs, parce que l'une des choses qui était assez prévisible, c'était le fait que déjà il y avait plusieurs requérants qui n'avaient même pas la qualité de le faire. Et puis, il y avait des délais qui n'étaient pas respectés. Et puis, il y avait un manque de preuves. C'était assez prévisible. Mais moi, ce qui m'intrigue un tout petit peu, je dis un tout petit peu en euphémisme, c'est le discours quand même de Patrick Mouyaya qui a suivi, parce qu'il a dit que vous vous êtes rendu compte, je paraphrase, que la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur le chemin de ceux qui pensaient qu'elle allait se dédire ou elle allait prononcer les arrêts contre certains candidats de l'opposition. Et l'on espère que, puisque vous êtes rendu compte qu'elle n'a pas fait ce que vous pensiez, que vous allez également être derrière elle lorsqu'elle devra se prononcer plus tard en ce qui concerne les résultats des élections. À mon avis, c'est un problème de le dire alors que la Cour constitutionnelle a fait son travail. Est-ce que ça ne serait pas une stratégie quelque part
pour vous dire, bon, voilà, vous vous êtes rendu compte que la Cour constitutionnelle fait bien son travail. Là, vous n'avez rien dit. Quand elle s'est prononcée en ce qui concerne la candidature, vous n'aurez donc pas raison de vous prononcer si, au moment de la proclamation des résultats, elle donne un arrêt qui ne rejoint pas votre position. On va vous rappeler que lorsque c'était prononcé au moment des candidatures, vous n'aviez rien dit. Est-ce une stratégie? C'est probable. À mon avis, les arrêts de la Cour Heureusement ne que vous dites que posent c'est probable. pas de problème. Ouais. Effectivement, je suis dans la Allez-y. probabilité, mais il y a des indices quand même sérieux. C'est pourquoi je Les dis... indices sérieux. Oui, c'est pourquoi je dis les arrêts de la Cour, à mon avis, sont juridiquement bien posés, mais c'est tout le contour politique et même des discours qui s'en sont suivis qui peuvent laisser transparaître quelques manigances qui risqueraient d'être fâcheuses pour la suite. Merci beaucoup, cher David. Alors, Maître Yannick, votre réaction? Bon, c'est les malheurs d'intervenir toujours en dernier. Je crois que les amis ont tout ramassé, mais je crois que je vais faire une analyse à des niveaux. Sur les plans juridiques, je ne serai pas beaucoup plus long, et sur les plans politiques. Sur les plans juridiques, j'ai constaté quand même qu'il y a une certaine légèreté dans la rédaction de ces différentes requêtes, tant au niveau de la forme qu'au fond. Il y avait pratiquement rien, et l'ici était déjà connu. Mais je voudrais insister pour dire, je suis chercheur en droit parlementaire, beaucoup de gens ne le savent pas, il faut le dire. La Cour constitutionnelle, c'est une cour hautement politique. Et ce n'est pas seulement même quand vous allez en France, le Conseil constitutionnel français, c'est une cour hautement politique. Quand vous allez là-bas, vous n'allez pas seulement avec les droits, mais avec des arguments politiques. On ne doit pas oublier. Mais là, ça va faire maintenant 4 ans que j'ai commencé cette campagne. Éric l'a effleuré. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, on doit avoir autant de candidats présidents de la République. Oui, Moi, ça me fait très mal. Ouais. Regardez, vous avez parmi les gens qui ont déposé des candidatures, des gens qui ne peuvent même pas se faire élire député provincial. Mais je vous dis, je peux même citer les noms ici. Ils n'ont pas cette capacité de se faire élire députés provinciaux, mais ils osent quand même d'aller... À ce sujet-là, j'aurais dit un mot quand même. Mais pourquoi? Au nom de la démocratie. Il faut, c'est en fait ça. Est-ce que nous sommes beaucoup plus meilleurs que les Américains? Nous sommes beaucoup plus meilleurs que les Français en termes de démocratie. Il faut éviter en politique des ambitions démesurées. C'est même un crime. Conséquence, vous allez voir pendant la campagne électorale, ils ne vont même pas faire la campagne électorale. Pour défaut des moyens. Et vous connaissez la suite. Donc on doit arrêter avec ça. En 2006, une vingtaine de candidatures. Moi, je pensais que... Avec même si c'était 34. 34 déjà. Donc 2 sœurs d'une même famille. Oui. Merci pour la précision. Moi, ça me fait très mal comme chercheur en droit parlementaire. Est-ce qu'on sait ce que nous voulons? Regardez pendant la campagne électorale, ils ne feront même pas la campagne électorale. Ils seront à Kinshasa. Parce que quand il dit à Lomela, ils iront là-bas vers quoi? Certains n'ont même pas les moyens. Moi, je suis étonné. Il y a un candidat président de la République. Avant de déposer sa candidature, 2-3 jours, j'étais avec lui. Il pleurnichait comme un enfant. Il n'avait même pas 1000 $. Mais du coup, il est allé. Moi, je comprends où est venu l'argent. Mais là n'est pas vraiment un problème. Mais on doit éviter des ambitions démesurées. Mais sur les plans politiques, je n'ai pas aimé l'attitude de certains Congolais, certains candidats qui était en train de vouloir menacer la République, menacer les institutions de la République. Si vous invalidez tel candidat, les Katanga vont faire ça. Si les Katangais vont faire ça, non, moi je n'ai pas aimé. Non, laissez-moi quand même, je n'ai pas eu assez. Oui, je disais, c'était d'ailleurs ma question qu'il fallait... Oui, il y a des gens qui ont voulu menacer les institutions de la République. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il y a même un candidat qui demandait à ses militants de monter les biceps. Non, ce n'est pas ça la politique. C'est pas ça, il faut faire fonctionner la tête. Bon, au finish, on a quand même accepté tout le monde. On va compétir, mais il y a quand même des candidats. Moi, j'ai dit aux Congolais, si les 24, il faut attirer attention sur 4 ou 5 candidats à la limite, qui peuvent faire quelque chose. L'un d'entre eux sera probablement le futur président de la République. Vous avez, je parle des gens qui ont opinion sur lui. Vous avez... le président Tshisekedi, vous avez le président Martin Fayulu, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Matata Ponyo. Bon, à la limite, je prends Delis Esanga et Mozito. Ils ont encore un chemin à faire, mais à la limite. Mais prenons l'exemple de Moïse Katumbi, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il voulait influencer les gens,
faire voir aux gens, même ces communicateurs, non, on va invalider. Il y a même quelqu'un qui a dit, j'ai vu, la Cour constitutionnelle était en réunion avec les Chi. Non, ce sont des discours à condamner. Voyez-vous. Mais regardez, il vient déjà dans une élection présidentielle avec un handicap qui s'étale à 3 niveaux. Moïse Katumbi. Première chose, il n'a pas une grande capacité de réflexion. Je l'ai dit parce que dans d'autres plateaux, quand on le dit comme ça, on pense que c'est une insulte. Non, ce n'est pas une insulte. On doit arrêter avec cette politique de la chancelière Opamba. Ce monsieur n'a pas une grande capacité de réflexion. Vous avez suivi son discours. Oui, laissez-moi. Deuxième handicap, ce n'est pas quelqu'un qui peut convaincre. La politique, c'est... Nous avions été avec les vieux qui nous disaient, la politique, c'est le ministère de la parole. Il faut avoir la capacité de séduire, de convaincre. Regardez même quand il parle en français, en Swahili, en Lingala, il ne sait pas convaincre. Troisième chose, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ce monsieur a déjà géré la Res Publica. Et vous connaissez la gestion. Moi, j'ai fait les Katanga plus d'une fois. Ce monsieur s'est enrichi d'une manière insolente. Mais il gérait une seule province, les grands Katanga. Vous imaginez si on donnait ce pays à ces messieurs, mais il sera un multimilliardaire. Parce que c'est la seule chose qui s'est fait. Donc, on ne doit pas venir intimider les gens. S'il n'était pas candidat, le Congo allait s'arrêter. Non, il vient déjà avec un handicap. Je vois encore mon frère Mata Tamponi. Je vous ai toujours dit, quand il était Premier ministre, moi j'étais conseiller dans un cabinet, un monsieur intelligent. Mais regardez les dossiers Mukangalon. C'est déjà un handicap pour lui. Je ne vois pas un Congolais sérieux. Bon, si jamais la Cour constitutionnelle les lavait ou ne les condamnait pas, peut-être, mais au jour d'aujourd'hui, parce que les procès en cours, il vient déjà avec un handicap. Mais vous avez en face quelqu'un, Tshisekedi. Moi, je ne dis pas qu'il va lui gagner facilement les élections. Je vais citer. Okay. Je ne dis pas qu'il va facilement gagner les élections, contrairement à certains de mes amis de l'Union Sacrée, parce que la thèse selon laquelle, cette thèse, elle est déjà dépassée. La thèse selon laquelle c'est lui qui organise les élections, ne perd jamais. C'est dépassé. Regardez, non loin de chez nous ici. Au Kenya. Non, pas au Kenya. Au Kenya, c'est vraiment les cas de la RC. Mais en Zambie, je voulais parler de la Zambie, où il y avait un candidat, un président sortant, qui compétait avec son opposant. Il perd les élections. Au Kenya, c'était quelqu'un qui a terminé son mandat, c'était le cas avec Joseph Kabila. Il n'avait pas la même influence. Donc, je crois que le président Tshisekedi, lui aussi, a un problème, parce qu'il a fait des choses, mais il doit aller vers la population, expliquer ce qui a été, ce qui doit être fait, essayer de convaincre. Donc, ça ne sera pas facile, parce qu'en face, vous avez aussi des gens comme Martin Fayulu qui drainent des foules, qui, il faut dire, nonobstant certaines erreurs qu'il est en train de commettre, mais c'est quelqu'un qui est resté constant. Donc, l'opposition dans son ensemble. Il est resté constant. Ok. En termes d'idées, je sais que vous allez revenir sur cette question, mais je crois, pour citer, l'opposition dans son ensemble, l'intelligence s'étiole. Mais d'une manière individuelle, vous avez quand même des gens qui peuvent vous faire une réflexion. Je prends Delis Sanga, je prends Mata Tampono, je prends Mozitu. Mais le reste, c'est des intimidations. Merci. Rien de bon ne pourra sortir de cette opposition. Une seule condition pour eux, ils doivent signer pour essayer de gagner. S'il n'y a pas unité, s'ils ne dégagent pas une candidature commune de l'opposition, je crois que nous allons encore revenir ici pour contester les résultats, mais ils n'auront pas de chance. Merci beaucoup. Alors, cher Eric, par rapport au nombre de candidats, vous avez sollicité d'ajouter quelque chose avant de revenir chez monsieur. Oui, mais bon, je ne voudrais pas aller vers les politiques d'abord. Je commence par un autre chapitre, toujours dans la sphère. Allez-y. J'ai eu le bonheur de couvrir comme ça, tout petit garçon finissant l'université, les élections de 2006 sous CEI. Abbé Apollinaire Moulon Malou. Et Dieu m'a fait grâce d'être là aussi pour couvrir les élections avec le pasteur Daniel Ngoïmoulunda Nyanga. Et puis, 2016, on avait glissé pour venir, parce que l'autre s'en était allé, malheureusement, il est décédé en 2016, le 30 juin. Et puis, Nanga a pris le relais. Jusqu'en 2018, on a couvert ça. Et puis, maintenant, nous y sommes encore par la grâce de Dieu. Alors, je remarque une chose, chers Congolaises et Congolais. Ces chapitres-là concernent ce que nous appelons pasteurs. C'est-à-dire les gens habilités à nous prêcher la bonne nouvelle pour que nous puissions nous consolider la famille, comment mutualiser nos énergies pour bâtir ce pays. En 2006, il y avait eu un candidat, Paul Mukungubila.
Il nous a dit que non, c'est de la part du Seigneur, le Créateur, de tout ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, que lui, le jour où M. l'abbé va prononcer le gagnant, ça sera lui, Paul Mukungubila. Et il s'en est suivi même de cassures, voire mort d'homme au niveau de la RTNC. Vous connaissez l'histoire. En 2011, ça a quand même diminué les ardeurs des uns des autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand baobab en lice, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et on a eu, en ce moment-là, 11 candidatures. Alors qu'en 2006, on en avait 34. En 2018, on a eu 21 candidatures. Cette fois-là, il y a eu pasteur Théodore Ngoïlu qui n'avait peut-être pas bien évoqué cette question, mais il y a eu un autre pasteur, Mba Maluta, Joseph. Il revenait du Brésil. Il nous a dit, et moi j'ai participé plusieurs fois à ces conférences, il nous a dit, le jour où Nanga va ouvrir sa bouche comme pour prononcer le gagnant des élections, ça sera moi ou rien. Et c'est de la part du Seigneur que je le dis. Maintenant encore, nous avons un autre pasteur. Excusez-moi, je suis dans la vérité, sans assise politique. Le pasteur Ngalassi. Il vient, il dit, je viens pour déposer. Mais franchement, on se moque de qui? Moi, mon Dieu, c'est celui-là qui connaît le nombre de poils dans le corps d'un chat. C'est-à-dire, on ne se joue pas de lui. Par rapport aux musulmans, aux frères musulmans, un musulman, quand il est en prière, même si vous êtes le chef de l'État, vous l'appelez, il ne prend pas le téléphone. Même si vous êtes ministre, vous l'appelez, il ne prend pas le téléphone. J'ai vu ça sur la place Tahrir en Égypte. Ils sont sérieux, ils laissent leurs chaussures, personne ne vole. Mais venez dans nos assemblées, appelés chrétiens, laisse ton smartphone, ferme les yeux. On va te voler ton téléphone. Je le dis pourquoi. J'ai comme l'impression qu'on se joue de ce poste-là et on se joue surtout de celui qui nous donne le souffle de vie. Je ne voudrais pas qu'il y ait des candidatures de pacotille. Comme ça, sans assise, vous dites que non. Dieu a dit. Dieu a dit. Et je commence à le dire parce que je vous ai cité autant de fois que je veux venir cette réalité à décrier. Voyez comment nos pasteurs, je ne dis pas que tous ils sont mauvais. Très bien. En République démocratique du Congo, il y a des pasteurs sérieux qui prêchent la bonne nouvelle et qui sont dans la bonne manière de se comporter pour nous donner espoir à pouvoir les imiter et copier. Maintenant, j'en viens au niveau de politique. Là aussi, je remarque qu'il y a quand même, vous avez cité le vôtre. Moi, je pense, il y a Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est quand même dans une sorte de l'ancrage national. Il peut faire quelque chose. Il y a Katumbi Chapwe. Vous savez, l'intelligence scolaire est une chose. L'intelligence comme ça, vivable, en est une autre. On dit de président Reagan qui n'avait pas fait de grandes études, mais il avait bien géré les États-Unis par ailleurs. Hein? Et puis, il y a Matata Ponyo. Je crois que Matata Ponyo, je viens d'évoquer un fait ici. Il y a eu 324 millions de dollars américains dans les jeux de la francophonie, mais je n'entends pas la voix d'un procureur. Il a un problème avec les phénomènes réseaux sociaux, et chez nous on l'a dit ici, que les gens sont enclins à des bêtises plutôt qu'à des valeurs. J'ai donné même un exemple. Un journaliste qui insulte n'a pas pignon sur rue, mais un journaliste qui dit les choses de manière posée, polie, il va avec méthode, on ne le regarde pas. Et puis il y a Denis Mukwege qu'il ne faut pas négliger. Il a l'ancrage. Oui, prix Nobel de la paix, ce n'est pas rien. L'ancrage? Ouais, mine de rien. Je suis de ceux qui vont... quand même, mais c'est sérieux. Allez-y. L'ancrage? Non, quand je dis l'ancrage, il ne faut pas seulement voir la population de Kinshasa. Kinshasa est une partie de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, il y a environ 13 millions. Mais nous avons un électorat de 45 millions. C'est-à-dire, en dehors de 13, les autres habitent les autres coins de la République. Il ne faut pas négliger. Ce sont ceux-là qui peuvent, selon moi, faire bouger les lignes. Et on verra sur le terrain, parce que je rappelle ici que les Congolais sont suffisamment matures pour trancher sur X ou Y, selon que l'on va aller aux élections. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Maître Victor, avant de redonner la parole à M. David, Moïse Katumbi appelle la population à la vigilance parce que, selon lui, il a quand même salué l'attitude de la Cour constitutionnelle et la CENI, mais il précise que ce n'est pas une faveur, mais c'est une lutte. Oui, j'ai suivi le message de Moïse Katumbi hier. En tout cas, pour moi, c'est un message responsable. C'est un message responsable. Il a salué l'attitude de la Cour. Il dit que non, bon, c'est une élite. En tout cas, il n'y a pas vraiment trop de commentaires à faire là-dessus. Donc, nous tous, c'est comme nous l'avions dit. En tout cas, c'était prévisible, hein, l'attitude de la Cour là. Bon, je vais d'abord revenir un peu sur ce que M. Eric
et Maître Yannick. le confrère Yannick viennent de dire là, par rapport au nombre de candidats, moi je pense, s'il faut par exemple, comparer notre système avec celle des États-Unis, nous sommes dans des systèmes différents. Aux États-Unis, là, il y a deux partis qui dominent, les républicains et les démocrates. Et avant d'arriver aux élections, là, il y a d'abord des primaires. Donc, on donne toujours la chance à tout le monde de compétir. Bon, du fait que chez nous, il n'y a pas de primaires, on a dit, mais si vous êtes Congolais, vous avez de bonnes idées, venez, essayez. Et s'il faut dire, parce que les élections, ce n'est pas simplement parce qu'on a été soit ministre, on a été gouverneur, quelqu'un peut venir, quelqu'un qui n'a jamais géré, et on peut le découvrir. C'est pour cette raison, il y a ce qu'on appelle la campagne. En 2006, nous avons vu, il y avait quelqu'un qui venait des États-Unis, le docteur Oscar Kacha. Bon, bien qu'après un certain temps, il a disparu comme ça, mais quand il était venu, il avait un peu bougé les choses. Mais c'est quelqu'un qui n'avait travaillé nulle part. Il avait bougé les choses à Kinshasa. Oui. La circonscription et l'ensemble du territoire. Effectivement. Ouais. Mais par rapport à ses idées, quand il disait non, je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc c'est pour cette raison, il y a la campagne, il y a toujours, on doit toujours donner l'occasion à tout le monde de venir compatir. Donc chez nous, mais même en France, il y a toujours beaucoup de candidats parce que leur système c'est un peu comme le nôtre là. Donc moi, je suis d'accord qu'il y ait un nombre vraiment élevé de candidats pour donner la chance à tout le monde de venir quand même compétir à ces élections-là. Et l'autre question là, c'était, je crois, c'était par rapport à la Cour constitutionnelle. Oui, est-ce une faveur ou... non, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une faveur. Non, même mais ceux qui Eric a parlé non, c'est au nom de la paix. Ce n'est pas au nom de la paix. Donc s'ils n'étaient pas congolais, on allait simplement les laisser parce qu'on a besoin soit que les Katanga se retirent. Non, non, ce n'est pas une faveur. Non, si on l'a laissé, c'est parce qu'il est congolais. Mais le discours du chaos doit être condamné. Oui, sûrement. Non, les discours là, on ne peut quand même pas les tolérer. S'il n'était pas congolais, et même s'il était populaire et aimé dans les Katanga, et que vous n'êtes pas congolais, on va vous laisser simplement devenir président de la République. Autour de cette table, on parle que la Cour vient de créer une jurisprudence, que les Congolais pouvaient peut-être... subir dans l'avenir. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à, c'est-à-dire un Congolais né d'un étranger ou d'un père congolais ou d'une mère, tout ça? Non, là c'est un faux débat, puisque j'ai vu même les certificats de nationalité de M. Katumbila. Oui. Donc il est clairement dit qu'il est né d'un père étranger, israélien. Donc c'est dit dans le certificat des nationalités là. Et d'une mère congolaise. Et notre loi est claire là-dessus. On a dit pour être congolais d'origine, il faut être né des pères ou des mères. Ce n'est pas des pères et des mères. Du fait que lui, il est né d'une mère congolaise, donc c'est suffisant pour qu'il soit considéré comme congolais d'origine. Même si la loi a prévu que non, c'est lui qui est né d'un parent étranger. Merci. Il doit décider à partir de la majorité, c'est-à-dire à partir de la majorité, donc dès que la personne atteint la majorité, à l'âge de 18 ans, dans les 6 mois là qui suivent sa majorité, il doit maintenant se décider. Est-ce qu'il va opter pour la nationalité congolaise ou la nationalité étrangère? Mais pour lui, il a opté pour la nationalité congolaise, d'où il a plein de droits là de postuler comme président de la République. Merci beaucoup. Fin débat de nationalité, bien sûr. Alors, cher David, votre réaction, comme ça on prend la deuxième thématique par rapport à tout ce qui vient d'être dit ici. Oui, je vais commencer par réagir par cette préoccupation au regard du nombre des candidats présidents de la République. Moi, je vais faire mon analyse. C'est que d'entrée de jeu, tout part en réalité de la misère du Congolais. Pourquoi le dis-je? Parce que le Congolais se rend compte qu'il n'a pas de travail, qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités. Mais il regarde ceux qui sont censés leur donner ces opportunités-là s'enrichir. Le Congolais se dit, c'est là-bas mon salut. C'est là-bas que je suis censé
avoir ce qui doit me nourrir. Alors, il en va carrément d'une stratégie que de se faire connaître au plus large niveau pour que peut-être plus tard, peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard, j'ai des chances de pouvoir accéder aux fonctions de la République. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, autant de gens candidatent pour devenir président de la République. Non pas parce qu'ils veulent forcément être président de la République maintenant, mais parce qu'ils ont faim. Et ils ont besoin d'accéder à ces fonctions-là pour y arriver. Et c'est pourquoi je dis, parce que tout à l'heure, mon prédécesseur parlait des handicaps que pouvaient avoir certains candidats présidents de la République. Et moi, j'estime que Fachi a le plus grand handicap de tous. C'est le handicap du bilan. Parce que, justement, si le bilan qu'il pouvait présenter pouvait être un bilan qui pouvait être un ascenseur pour la vie sociale des Congolais, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de candidatures. Et en plus, ça c'est un secret de Polichinelle, le nombre de candidatures actuelles est également une stratégie politique d'un certain camp. Parce que voyez-vous, lorsque vous multipliez des candidats de l'opposition, vous éparpillez des voix. Ce qui fait que, c'est vrai, il y a peut-être, oui, une élection à un tour. Effectivement. Dans une élection à un tour, comme ça, vous aurez un président de la République élu avec 4%. Mais il s'en fout parce que les autres ont moins que lui, et finalement, il est président de la République. Et donc, il y a cette stratégie d'éparpillement de voix. Même s'il y a un bloc de l'opposition qui peut sortir un candidat commun, l'essentiel, c'est qu'il y ait d'autres opposants qui pourront faire en sorte que les voix puissent être éparpillées. Malheureusement, c'est une stratégie politique, mais il en va quand même de la démocratie, on n'y peut rien. Ils ont le droit de pouvoir porter autant de candidatures. Ce qui veut dire que pour moi, si nous devons parler d'un candidat président de la République, parce que chacun a essayé un peu de faire une liste des candidats présidents de la République assez favorable, et à mon avis, cette liste était un peu basée sur l'ancrage et l'appartenance. Mais si nous devons baser le critère du candidat favori sur base de réalisation, sur base de bilan, sur base du déjà fait, à mon avis, il est incontestable que le plus grand favori, c'est Matata Ponyo. Pourquoi le dis-je? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le souci actuel du Congolais, c'est son ventre. Le Congolais a faim. Le Congolais a besoin de pouvoir acheter le plus grand nombre de produits avec, ne fût-ce que les moyens modestes qu'il a. Rendez-vous qu'à l'époque de Matata Ponyo, avec 700 francs, 800 francs, le Congolais pouvait avoir plus ou moins 4 pains. Aujourd'hui, avec ces mêmes francs, il arrive à peine à avoir un seul pain. Pour ne donner que l'exemple du pain, c'est un très grand problème. Ce qui veut dire que ce monsieur-là avait réussi. Et il a cette stratégie, cette clé pour donner ce qui doit garnir le ventre du Congolais. Et il l'a fait. Il l'a déjà fait. Et c'est ça son avantage. Je ne dis pas seulement qu'il va le faire. Lui, il l'a déjà fait. Et donc, en ce qui concerne également la question que vous avez posée à l'un de mes prédécesseurs en ce qui concerne Moïse Katumbi, est-ce que c'est une faveur? Moi, je vais terminer, ça sera très bref, pour dire qu'on ne devrait même pas parler de faveur parce que c'est son droit. C'est son droit le plus légitime que sa candidature puisse être reconnue, d'autant plus qu'il est congolais sur base des textes juridiques déjà en vigueur. Merci beaucoup. Alors, on prend... Je n'ai failli mon deuxième tour de table. Allons-y, maître. Oh, quelle injustice. Bon, je commence par dire à Eric, c'est que je connais que c'est un monsieur intelligent. Oui. Ben, il s'est trompé. Nkwege n'a pas de l'ancrage, il n'a pas une assise. Ce qui est vrai. Moi j'ai fait Bukavu. Il est beaucoup plus connu à Bukavu, Pandi, et même dans les sites Kivu. Lui, il ne peut pas aller faire campagne à Ouvira, par exemple. Il sait pourquoi. C'est pas... S'il dépose sa candidature comme candidat député à Goma, il va lamentablement échouer. Donc c'est nous, intellectuels, qui connaissons le monsieur. Chez moi, qui sait sur personne ne le connaît. En fait, c'est le produit de la communauté internationale. Prix Nobel, et on le préparait comme ça. Mais malheureusement, ils se sont rendus compte, je parle bien de la communauté internationale, qu'on ne peut pas miser sur sa candidature. Aujourd'hui, les débats, même les gens qui voulaient soutenir sa candidature en termes de moyens financiers, hésitent. Ils veulent tourner pour venir chez Katumbi qui
on estime que lui, il a quand même une assise populaire. Donc, c'est pas quelqu'un qu'il faut compter. Bon, mon ami a parlé de l'handicap du président Tshisekedi. Est-ce que vous ne pouvez pas organiser une émission bilan? Parce qu'on en parle trop. Ouais. Expliquez quand même le bilan. Moi, je ne dis pas, le président d'ailleurs lui-même a dit que c'était un bilan encourageant. Je vous encourage à organiser une télé. Organiser tout ça. J'ai revu sur ce que mon ami a dit, mon confrère. En fait, moi, je ne nie pas le droit aux Congolais d'aller postuler à la présidence de la République. Non, ils ont le droit. Mais par moment, il faut être réaliste, cher ami. C'est quand même les grands Congo. Vous êtes juriste. Quand vous lisez cette constitution, en fait, le président, l'institution président de la République, c'est la clé de voûte de toutes les institutions. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que c'est une institution qui doit être à la portée de tout le monde? Non. En principe, moi je parle de la problématique de l'extraversion de la Constitution du 18 février 2006. Je propose qu'on puisse aller vers une nouvelle constitution et recadrer quand même les conditions pour être candidat au président de la République. Nous avons des conditions souples, n'importe qui peut devenir président de la République. Et vous ne savez pas combat ce pays est convoité. Vous ne savez pas. Et regardez la plupart des personnes qui ne peuvent même pas se faire élire député provinciaux. La plupart, je peux même vous citer les noms. Ils ont lamentablement échoué. Et je rappelle, comme chercheur en droit parlementaire, quand vous lisez l'histoire de la République démocratique du Congo, depuis 1960, terminé, maître, on prend la dernière. Il n'y a jamais eu de surprise à l'élection présidentielle. Il n'y a jamais eu de surprise. Ce sont toujours les têtes, les figures de proue, les grandes personnalités qui les gagnent. Donc quand Eric évoque par exemple la question d'imposteur, mais il rêve de vous, ces messieurs. Tout le monde sait qu'il ne sera jamais. Et ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. Non, on fait dire à Dieu n'importe quoi. Non. Merci. Et donc nous connaissons la suite. Je voudrais dire à mon ami David, l'handicap de votre leader, c'est vrai. Vous savez, le dossier Bukangalonzo, c'est beaucoup plus récent. Vous voyez? Donc c'est un handicap inexistant. Attendez, les gens ne viendront pas les voter parce qu'on sait qu'il a quand même fait des choses lorsqu'il était Premier ministre. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui est intelligent, mais sa gestion est quand même attachée. Yannick, on prend la dernière thématique. Vous me prenez tout le temps. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je commence avec Maître Victor. Cadre de concertation, CENI candidat à la présidence. Un moyen de taire le divergence. Oui, en tout cas, cette idée-là de cadre de concertation, moi je pense que c'est vraiment une très bonne chose parce qu'on ne doit quand même pas se voiler la face. On ne peut pas aller vraiment aux élections dans ces conditions. Oui. Dans ces conditions, il y a déjà beaucoup de problèmes. Jusque-là, la CENI n'a pas encore affiché la liste des électeurs. Ça, c'est déjà un problème. Et qu'est-ce qui se cache là-dessus? On ne sait pas. Il y a la cartographie des bureaux de vote. Jusque-là, on ne connaît pas. Il y aura combien de bureaux de vote? Donc ça va se retrouver où? Il n'y en a pas. Donc il faut quand même... Comment ça, mais vous aurez la parole. Il faut qu'il y ait un cadre de concertation parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent là. Donc, moi j'ai accompagné beaucoup de gens qui allaient... c'est faire délivrer les duplicata des cartes d'électeurs là. Okay. Et qu'est-ce qui se fait? Des fois, vous arrivez au niveau de la CENI, pourtant la personne là avait déjà obtenu sa carte toujours dans un bureau de la CENI, et quand vous arrivez là pour obtenir le duplicata, il va se poser maintenant un problème. On cherche les noms, on ne retrouve pas les noms dans les serveurs. Donc, où est-ce qu'on a gardé ces noms-là? On ne sait pas. Et des cartes là, des cartes déjà où tous les noms sont déjà effacés. Donc, pour aller aux élections dans ces conditions, il va vraiment se poser beaucoup de problèmes. D'où nous souhaitons vraiment qu'il y ait un cadre de concertation entre candidat président de la République et la CENI, en fait d'aplanir certaines divergences. Certaines divergences, il y en a d'ailleurs beaucoup. Même s'il faut rentrer même dans la loi électorale, il y a des gens là qui ont postulé. On dit par exemple, la loi électorale dit les fonctionnaires et les agents publics, avant de postuler, ils doivent déposer leur lettre de mise en disponibilité. Merci. Et qu'est-ce qui s'est fait dans la pratique? Parce que nous avons des bourgmestres, et même des mandataires publics actifs, donc, et même des ministres. Parce que quand on parle des agents publics,
il y a aussi les ministres là-dessus. Parce qu'un ministre, puisque là, s'il faut rentrer même en droit administratif, le ministre a ce qu'on appelle les dédoublements. Il y a ce qu'on appelle les dédoublements fonctionnels. C'est-à-dire, le ministre, il est à la fois autorité politique et aussi un agent là de l'État. Autorité administrative. Et autorité administrative. Et un ministre, quand il vient postuler, il doit aussi quitter ces fonctions-là des ministres. Et la lettre de mise en disponibilité, ce n'est pas simplement une formalité, puisque dans la plupart des cas, ils ont simplement fait la lettre de mise en disponibilité et déposé et ils gardent leurs fonctions. Merci. Donc, après la lettre de mise en disponibilité, ils devraient quitter leurs fonctions et mettre des remplaçants là, et ils vont s'occuper de leur campagne et Monsieur Rick, par rapport à cette question. Merci, cher Daniel, pour la question. Mais vous posez la question comme si le cadre de concertation n'existait pas et que l'on devra en créer. Moi, je suis de ceux qui pensent que, d'abord, si nous voulons la démocratie, nous devons avoir des acteurs démocrates. Okay. Or, chez nous, ils sont généralement dans une posture. Quand on lance l'invitation aux acteurs politiques à venir au cadre de concertation, nombreux ne refusent, ils rejettent. Oui. Combien de fois, imaginez-vous, je prends le cas de Martin Fayot, combien d'ambitions il a cassé par rapport à ses positions prises pendant ses processus électorales. Imaginez un peu. Alors, je ne suis pas contre qu'il y ait cette rencontre-là avec le président Denis Kadima Kazadi et tout l'ensemble des membres de plénière, mais seulement je ne voudrais pas qu'ils s'inscrivent dans des postures. Puisque ce n'est pas le président qui vous reçoit, vous ne venez pas. Okay. Parce qu'il doit être en mouvement, aller résoudre tel problème dans tel coin. C'est beaucoup de choses à la fois. Qui viennent, s'ils aiment vraiment le Congo, qu'ils soient là pour créer ces consensus. Parce que le vrai problème, c'est que nos voisins avancent pendant que nous-mêmes, réputés grands Congo, leaders qui devraient entraîner les autres dans le développement, nous sommes dans des postures, je ne sais pas, pour nos égos inutiles, alors que le temps ne nous attend pas. Nos enfants vont nous rire au nez. Papa, qu'avez-vous fait pour nous donner de bonnes conditions? Et c'est notre classe politique dans son ensemble, à gauche, à droite et tout ça. Voilà pourquoi, par moment, je me dis, il faut parfois aussi s'inscrire dans la logique de l'offre politique. Okay. Je prends un cas. Le président Tshisekedi qui a à la fin de sa mandature, si jamais, par exemple, le Congolais lui renouvelait le mandat, il peut prendre à gauche, à droite, des gens qui sont capables de pouvoir l'aider à bien faire le travail, plutôt de nommer des gens qui ne sont pas toujours rodés, et puis on va traîner encore, laisser passer le temps, et voilà, on n'est toujours pas capable de donner le pain à nos enfants, et compliqué. Merci. Voilà. Alors, cher David. Oui, c'est... Trop des revendications de tout ça. Oui, mais alors. Ce sont des revendications avec raison. Ces aspects de cadre de concertation, c'est bon. Et ça relève également d'un sentiment suffisamment élevé du sens de la démocratie. Parce que c'est important. Mais on peut comprendre également la réticence de certains acteurs parce qu'ils ne voudraient pas que l'on se rie à leur nez lorsqu'ils viennent. C'est-à-dire, ils ne voudraient pas que ces concertations ne soient que formelles, c'est-à-dire ne soient que pour la télé, ne soient que pour qu'on voit qu'il y a eu concertation. Alors ils peuvent le faire et que par la suite, il y a d'autres choses qui se passent. C'est ce qui est craint, c'est ce que ces acteurs-là ne veulent pas. Mais alors, il faudra que ce sentiment-là de démocratie qui anime cette idée de cadre de concertation ne soit pas que du côté des candidats qui doivent venir, mais que ce soit également et réellement du côté même des organisateurs réels de ces élections. Mais M. Eric l'a bien dit, ces cadres ont toujours existé. Mais ils sont dans des postures, ils font un peu comme nos musiciens. Il doit donner un concert, il a lui-même affiché que c'est à 20h, mais il vient en retard à 2h. Ils sont nombreux qui font ça. Ça va nous retarder. De prioriser le Congo. S'ils aimaient vraiment le Congo, ah ben non, tous on a besoin de vivre en paix. Merci. C'est pourquoi je le dis en une phrase. L'esprit derrière le cadre de concertation doit être partagé entre les organisateurs des élections et les acteurs, les candidats réels des élections, afin que ce qui doit réellement en découler ne soit pas un aspect de pub, ne soit pas un aspect simplement de propagande ou de mathuisme, mais que ce soit pour les réalisations convenables des ça c'est aussi vrai. de la démocratie. Votre... Bon,
Moi, je comprends, comme Eric a dit, les cadres de concertation existent, mais lorsque vous lisez les communiqués de ces leaders de l'opposition, ils veulent un cadre de collaboration entre la CENI et les candidats présidents de la République. Bon, la spécification. Oui, est-ce qu'il faut refuser? Moi, je crois qu'au nom de la paix, il faut qu'il y ait ces cadres de collaboration. Mais moi, je suis candidat aux élections. Je dois vous dire qu'il y a des choses que je ne peux pas, moi, accepter. Regardez, quand vous allez dans les sites officiels de la CENI, il y a un communiqué du 31 qui dit que la CENI va publier, la liste définitive des candidats députés provinciaux des 31. Jusqu'à aujourd'hui, cette liste n'existe pas. Et moi, je ne connais pas mon numéro. Mais de qui se moque-t-on? Et vous connaissez la conséquence. Nous ne pouvons même pas faire nos commandes en Chine parce que nous n'avons pas de numéro. Et en même temps, le temps est parti, les délais vont vite. Quand vous envoyez quelque chose en Chine, ça mon frère, dès 3 mois. Ça, c'est genre. Non, c'est très important. C'est vous la justice. Non, il y a encore une autre histoire. Va publier sur base de la décision de justice. Laissez-moi citer. Chez vous, vous tirez les choses en longueur. Je vous comprends, mais moi, je suis candidat, ça me fait très mal. Vous savez cette histoire que le confrère a dit des duplicata. Mais quel calvaire pour nos électeurs. Quel calvaire. Quel calvaire pour prendre un duplicateur. Conséquence, on a eu plus de 4 millions d'enrôlés à Kinshasa. Et 80% des gens ont perdu leurs cartes. Leurs cartes sont devenues illisibles. Comment ça, 80%? Mais je vous dis. Mais pour preuve. Nous sommes ici au nombre de combien? De 5. Qui garde encore sa carte intacte? Peut-être que vous seul. Peut-être que vous seul. Moi, ma carte n'est. Peut-être que vous seul, mais nous sommes au nombre de combien? 4. C'est beaucoup plus. Je garde bien ma carte. Ici, c'est 90% alors. Ici, déjà, c'est 90%. Et ce que j'ai dit, c'est conséquence, c'est quoi? Vous recevez déjà. Terminez, maître. Oui, le mal, c'est que vous me donnez la parole toujours à la fin et vous me précipitez. Mon cher ami, moi, ça me fait très mal. Les gens qui vont nous voter, il est allé prendre une carte. Je ne sais pas la mauvaise qualité de la carte, elle n'a plus la carte. Elle vient solliciter, la personne vient solliciter les duplicateurs. Il doit faire 3, 4, 5 semaines. Et certains donnent même de l'argent. Mais je vous dis, conséquence, vous aurez moins de votants au bureau de vote. Ce sont nos électeurs qui vont nous laisser comme ça. Est-ce qu'ils n'auront pas de cartes? Les cartes sont illisibles. Il y vient une maman qui cherche qui vend des pains, des papas qui sortent le matin pour chercher. Mais est-ce qu'il doit laisser son travail pour aller chercher la carte d'électeur? Non, mais moi je dois dire à la CENI, oui, elle a quand même écouté parce qu'on nous dit maintenant, parce que vous voyez par exemple dans le district de Moamba, c'était à Matete Kisenso, il y avait un centre qui donnait des Merci, maître. Des cartes, vous me mettez sous pression. Des cartes. Maintenant, on a élargi, on a amené ces centres, je ne sais pas si il faut appeler centre ou bureau où on donne des cartes à Kisenso, antenne. On a mis antenne, mais regardez, Kisenso a 17 quartiers. Vous mettez une antenne dans la maison communale. Mais les gens viendront comment? Ils seront au nombre de combien? Déjà, ces matins, on m'a dit, ils sont nombreux. Mais ça, c'est à nos risques et périls. Et je regrette beaucoup, je dois dire à la CENI, par moment, elle doit faire des choses correctement. Parce que là, moi, je ne connais même pas mon numéro. Mais elle a dit dans son communiqué qu'elle a déjà publié. Mais dans les sites, aucun candidat député provincial n'a son numéro. Mais pourquoi? Mais quid maintenant des conseillers communaux? L'élection, c'est le même jour. Oui, des députés, des candidats conseillers communaux, ils feront comment? Ils risquent d'avoir leur numéro 2-3 jours avant le vote. Merci beaucoup. On doit quand même faire des choses. Cette fois-ci, on commence avec vous. On retient quoi pour aujourd'hui, dans 30 secondes? Non, c'est que les gens doivent retenir le processus électoral est irréversible. Mais moi, je comprends. Nous pouvons aller dans un glissement technique de 2, 3, 4 semaines. C'est là, ça je l'ai dit, je suis en train de le présenter. Et la CENI doit avoir le courage de nous le dire. Les gens doivent encore retenir qu'il y a des candidats qui viennent avec un handicap, qui s'étalent à plusieurs niveaux. Notamment Moïse Katumbi. Lui, ce monsieur s'est enrichi d'une manière, je pèse les mots, d'une manière insolente. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, il faut voir ses proches. Mouyamba, vous connaissez Mouyamba, vous connaissez Pasteur Ngoïmoun. Et tout le monde sait que c'est un millionnaire, c'est un milliardaire. Mais vous connaissez le vieux Richard Mouyège. Allez lui poser la question. Ce sont eux qui sont allés recruter Moïse Katumbi lorsqu'il était encore. Comment il est venu?
Monsieur, il est tellement riche. Et vous pensez qu'on peut lui donner tous ces pays, mais il deviendra le plus grand milliardaire du monde. Ton On ne peut problème, pas. c'est de lui donner le pays, devenir riche, ou ton problème, c'est... Mais comment il va apporter des solutions parce que lui, il n'a pas une grande capacité de réflexion. Merci. Non, mais ça Il va sera le faire Congolais de trancher. Merci. Alors, Maître Victor, votre Oui. bref. Oui, terminé. au mot de la fin, en tout cas, nous sommes pour les cadres de concertation là. Ok. Hein, bon, même si on dit que non, les cadres de concertation existent déjà. Hein, les cadres de concertation qui existent, c'est avec le parti politique. Nous avons aujourd'hui plus de 900 partis politiques. 910. Voilà. Donc 910 partis politiques. Et la CENI et la plupart de ces partis-là ne sont même pas engagés dans ces processus électoraux ici. Hein, surtout avec les systèmes. La réforme de la loi électorale, là, les systèmes d'essai, donc beaucoup de partis politiques ne sont pas engagés dans ces processus-là. Donc, il y a cette nécessité d'avoir un cadre de concertation avec les candidats présidents de la République. Il y a Et également- surtout que beaucoup de il y a candidats là d'autres qui sont pensent- aussi indépendants. Oui, par rapport à ce que Maître Nick venait de dire. Oui. Qu'il y a des gens qui ont des agendas cachés, qui cherchent à solliciter à la CENI de déposer leur candidature, de demander la libération de certains prisonniers politiques. Bon, Et là, donc, ça c'est dépend par que rapport ça à doit l'inclusivité. impacter les temps comme monsieur Là, Nick est là en train c'est de par le dire. rapport à... Non, là, nous ne sommes plus d'accord. Hein, nous ne sommes pas d'accord à ce qu'on puisse encore revenir. Hein, je peux donner l'exemple. En 2006, il y avait l'IDPS. Hein. L'IDPS, à l'époque, c'était quand même un grand parti. Mais l'IDPS n'était pas parti aux élections de 2006. Mais pourtant, il y avait eu des élections. Même en 2011, on a connu toujours les élections de l'IDPS. Mais on est quand même allé aux élections. Donc, s'il y a eu les autres qui n'ont pas voulu s'engager dans ces processus, et maintenant, on est déjà... Ils doivent assumer. Ils doivent simplement s'assumer. On est déjà presque à la fin. Mais je rejoins au moins les confrères en ce qui concerne les glissements là, Des puisqu'avec semaines, techniquement parlant. le cadre de concertation, là, la CENI doit quand même arranger certaines choses. Il y a beaucoup de failles dans l'organisation des élections. Merci. Alors, pour qu'on arrange ça, on peut avoir un glissement même de 1 mois, quelque chose Un comme mois. ça. Même, Ah, non, on connaît maximum même 30 mois. Thierry Kalissi, non. dans Juste 30 pour, secondes, terminons. En 30 secondes, Ouais. moi j'appelle les Congolaises et Congolais à aller aux élections dans la paix. Construisons un message de paix. Je vous dis, c'est le gage pour relever cette nation. Parce qu'en réalité, les élections ne sont pas la finalité de tout. Encore faut-il passer les caps des élections pour nous engager dans le travail. Vous voyez? Et arrêtons de nous diaboliser, de nous neutraliser entre nous. Mettons-nous au travail et puis avançons. Et voilà. Monsieur David. Oui, très brièvement, je tiens à rappeler que les élections sont un mode d'expression de la souveraineté du peuple, parce que le pouvoir lui appartient d'abord. Alors, chers organisateurs des élections, ne faites rien qui ferait que vous puissiez marcher sur le peuple congolais au point de le plonger dans une misère plus profonde que celle dans laquelle il se trouve pour le bien-être de tous. Merci, chers messieurs, pour votre participation. C'est la fin de ces magazines. Le plaisir était pour moi d'être avec vous. Les rendez-vous est pris demain avec Dan Zeng à la même heure. Mesdames et messieurs, chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Au revoir.